Antoine trouva un vieux cahier dans la cuisine, un cahier usé, couvert de poussière. Les recettes étaient écrites à la main. L'écriture, celle de son père, des recettes qu'il n'avait pas vues depuis 40 ans. Et la femme de ménage, Gisèle, préparait chaque plat, un par un, pour un homme, Raymond Dubois, atteint d'Alzheimer, qui ne savait même plus quelle saison c'était, pour un grand-père, qui avait oublié jusqu'à l'existence du réveillon, ce soir-là. Antoine découvrit quelque chose que les meilleurs neurologues du pays n'avaient pas pu expliquer. Il découvrit qu'il y a des souvenirs, que même Alzheimer ne peut effacer. Et il découvrit que parfois, une simple femme de ménage peut accomplir ce que toute la médecine moderne n'a pas pu. Cette histoire ne devrait pas exister. Les médecins avaient dit que Raymond Dubois ne reconnaîtrait plus jamais personne, que son cerveau était trop endommagé, qu'il ne restait plus qu'à attendre la fin. Mais ce réveillon-là, Raymond fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 2 ans. Il chanta. Si jamais vous avez vu quelqu'un atteint d'Alzheimer se perdre dans ses propres souvenirs, si jamais vous avez ressenti la douleur de voir un être cher vous regarder sans vous reconnaître, si jamais vous avez souhaité un miracle, ne serait-ce que pour quelques minutes, alors cette histoire est pour vous. Je vais vous raconter comment une femme de ménage, qui cuisinait de vieilles recettes, parvint à réveiller quelque chose que tous croyaient mort. Tout commença 6 ans avant ce réveillon. Raymond Dubois avait 78 ans et était le patriarche d'une des familles d'agriculteurs les plus importantes du nord de la France. Il avait construit un empire à partir de rien, avait élevé 3 enfants, avait enterré sa femme il y a 15 ans et avait continué avec la force d'un chêne. Mais il y avait quelque chose que les gens ignoraient au sujet de Raymond, quelque chose que seule sa famille connaissait. Raymond cuisinait, pas comme passe-temps, pas par simple curiosité. Il cuisinait comme un professionnel. Il avait appris de sa mère, une femme qui avait été cuisinière dans un grand domaine avant de se marier. Et Raymond avait hérité de ce don. Mais il ne l'utilisait qu'une fois par an, à Noël. Chaque réveillon, depuis qu'Antoine avait mémoire. Son père s'enfermait dans la cuisine dès le matin. Personne ne pouvait entrer. Personne ne pouvait aider. C'était son rituel sacré. Et quand le dîner était prêt, Raymond sortait avec un tablier brodé, qui avait appartenu à sa mère, et servait les plats, tout en chantant « Petit Papa Noël », avec cette voix de stentor, qui remplissait toute la maison. Antoine grandit avec l'odeur de ses plats en sauce, avec le son de cette chanson, avec l'image de son père dansant, tout en remuant les casseroles. C'étaient les plus beaux souvenirs de son enfance. Mais il y a 6 ans, tout changea. Raymond commença à oublier de petites choses, où il avait posé ses clés, le nom de la ferme voisine, la date d'anniversaire de ses petits-enfants. Au début, tous pensèrent que c'était normal. Il avait 78 ans. Il était compréhensible qu'il oublie certaines choses, mais les oublis devinrent plus fréquents et plus graves. Un jour, Raymond se perdit dans sa propre maison. Un autre jour, il ne reconnut pas sa sœur qui lui rendait visite. Un autre jour, il demanda après sa femme, oubliant qu'elle était décédée depuis 15 ans. Le diagnostic arriva comme un coup de tonnerre. Alzheimer, stade modéré, évoluant vers sévère. Les médecins expliquèrent ce qui allait arriver. La perte graduelle de mémoire, la confusion, l'incapacité de reconnaître des visages familiers, la détérioration cognitive progressive. Il n'y a pas de remède, dit le neurologue. Nous pouvons seulement ralentir le processus, mais éventuellement, il va tout oublier, même vous. Antoine entendit ces mots et sentit le monde s'écrouler. Son père, l'homme qui avait construit un empire, l'homme qui cuisinait comme un chef à Noël, l'homme qui chantait des chants de Noël d'une voix puissante. Cet homme allait disparaître petit à petit. Et il n'y avait rien qu'Antoine puisse faire. La première année fut la plus difficile. Raymond avait encore des moments de lucidité. Il reconnaissait encore Antoine la plupart du temps. Il pouvait encore avoir de courtes conversations. Il y avait des jours bons et des jours mauvais, des jours où Raymond semblait presque normal.
où il pouvait plaisanter et se souvenir d'anecdotes, et des jours où il regardait son propre fils, comme s'il était un étranger. Antoine apprit à vivre avec ces montagnes russes émotionnelles, apprit à ne pas prendre personnellement quand son père ne le reconnaissait pas, apprit à célébrer les moments de clarté et à survivre aux moments de confusion. Les médecins avaient redonné un nom à cela. Ils appelaient ça la lucidité terminale, ces moments où le cerveau semble fonctionner normalement, avant de s'éteindre à nouveau, comme une bougie qui brille plus fort, juste avant de s'éteindre. Mais connaître le nom ne rendait pas plus facile de le vivre. Mais le Noël de cette année-là fut différent. Raymond ne cuisina pas. Pour la première fois en 40 ans, Raymond ne s'enferma pas dans la cuisine, ne sortit pas le tablier brodé, ne chanta pas « Petit Papa Noël ». Il s'assit simplement dans son fauteuil et regarda par la fenêtre. Quand Antoine lui demanda s'il allait cuisiner, Raymond le regarda, confus. « Cuisiner quoi ?» demanda-t-il. « C'est le réveillon, papa. Tu cuisines toujours au réveillon. » Raymond fronça les sourcils. « Je ne sais pas cuisiner, fils. Je n'ai jamais cuisiné de ma vie. » Antoine sentit comme si on lui avait arraché le cœur. Alzheimer avait déjà commencé à effacer. Les années suivantes furent une chute lente et douloureuse. Raymond cessa de reconnaître ses petits-enfants, puis cessa de reconnaître ses autres enfants, puis cessa de reconnaître la maison où il avait vécu pendant 60 ans. Et il y a 2 ans, il cessa de reconnaître Antoine. Ce fut le jour le plus dur de tous. Antoine entra dans la chambre de son père, s'assit à côté de lui, et Raymond le regarda avec des yeux vides. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. « Je suis Antoine. »« Papa, ton fils. » Raymond secoua la tête. « Je n'ai pas d'enfant. Vous vous êtes trompé de maison. » Antoine sortit de cette chambre et pleura comme il n'avait pas pleuré depuis qu'il était enfant. Son père était là, physiquement présent. Mais l'homme qu'il connaissait, l'homme qu'il avait élevé, l'homme qui cuisinait à Noël, cet homme n'existait plus. Depuis ce jour, Antoine évitait les visites. Il ne pouvait pas le supporter. Il ne pouvait pas s'asseoir face à son père et voir ce regard vide. Il ne pouvait pas entendre la question « Qui êtes-vous » encore et encore. Il engagea des infirmières. Il engagea des aides-soignants. Il paya pour les meilleurs soins médicaux possibles. Mais lui-même cessa d'y aller. Il était plus facile d'écrire des chèques que d'affronter la réalité. Il était plus facile de payer les autres que de s'asseoir face à un père qui ne le reconnaissait pas. Il était plus facile de prétendre que l'homme du fauteuil n'était plus son père. Antoine se disait qu'il était occupé, qu'il avait des affaires à gérer, que les infirmières s'occupèrent de lui mieux que lui ne pourrait le faire. Mais au fond, il connaissait la vérité. Il avait peur, peur de voir son père si perdu, peur d'entendre la question « Qui êtes-vous » La peur d'affronter cette vérité brutale, que l'homme qui l'avait élevé n'était plus là, et cette peur le tenait à distance. Surtout, à Noël, le réveillon était devenu le rappel le plus douloureux de ce qu'il avait perdu. L'odeur des ragoûts, le son des chants de Noël, l'image de son père, avec son tablier brodé, tout ça n'existait plus. Et Antoine préférait ne pas être présent pour s'en souvenir. C'est alors que Consuelo est arrivé. Si cette histoire vous touche déjà, si vous connaissez la douleur d'Alzheimer, si vous avez vu quelqu'un que vous aimez s'évanouir sous vos yeux, restez, parce que ce qui va suivre est exactement ce que vous avez besoin d'entendre. Consuelo Martinez, que tout le monde appelait Cello, est arrivée chez Raymond en mars de cette année-là. Elle avait 58 ans, des cheveux gris, relevés en chignon, et des mains qui racontèrent des histoires de toute une vie de labeur. Elle n'était pas infirmière. Non, elle n'était pas aide-soignante diplômée. Elle était employée de maison. Mais elle avait quelque chose qu'aucune infirmière n'avait, l'expérience. Son propre père était mort d'Alzheimer. 5 ans auparavant, Cello avait été son aide-soignante pendant les 3 dernières années de sa vie. Elle avait appris des choses qu'aucun livre n'enseigne.
Elle avait découvert des secrets qu'aucun médecin ne mentionne. Et elle avait porté une douleur qu'elle n'avait jamais pu surmonter. Son père était mort en septembre, 3 mois avant Noël, et Cello n'avait jamais pu lui offrir un dernier Noël. Lucide, ça la hantait. Chaque décembre, Cello pensait à son père, au Noël qu'ils avaient partagé, à ceux qu'il n'aurait plus, au dernier, où il ne savait plus qui elle était, ni quel jour on était. Quand elle a vu l'annonce, pour s'occuper d'un vieil homme, atteint d'Alzheimer, quelque chose a bougé en elle. Ce n'était pas un travail, c'était une mission. C'était l'opportunité de faire ce qu'elle n'avait pas pu faire avec son propre père. L'entretien s'est fait avec Antoine. Il l'a regardé avec méfiance. Il avait embauché des dizaines de personnes ces dernières années, des infirmières qui duraient des semaines, des aides-soignantes qui abandonnaient au bout de mois. Personne ne tenait longtemps avec un patient atteint d'Alzheimer sévère. « Vous n'avez pas de certification médicale », dit Antoine, en consultant son CV. « Non, monsieur, mais j'ai de l'expérience. » L'expérience ne suffit pas. Mon père a besoin de soins spécialisés. Cello le regarda droit dans les yeux. Avec tout mon respect, monsieur, j'ai soigné quelqu'un atteint d'Alzheimer. Pendant 3 ans, je sais ce que c'est. Je sais ce dont ils ont besoin. Et je sais quelque chose que les médecins ne vous diront pas. Quoi donc? Que parfois, ce dont ils ont le plus besoin, ce n'est pas de médecine, c'est de la présence, c'est de la patience. C'est quelqu'un qui les traite comme des personnes, pas comme des patients. Antoine se tut. Mon père est mort d'Alzheimer, continua Cello. Et il y a des choses que je regrette de ne pas avoir faites. Si vous me donnez l'opportunité, je vais faire avec M. Raymond ce que je n'ai pas pu faire avec mon papa, Antoine. Ne sut pas pourquoi. Mais quelque chose dans les paroles de cette femme le convainquit. Il l'embaucha. Le jour même, les premiers mois furent comme les précédents. Raymond ne reconnaissait pas Cello. Il ne reconnaissait personne. Il passait ses journées assis dans son fauteuil, à regarder par la fenêtre, perdu dans un monde que lui seul pouvait voir. Parfois, il parlait, mais pas aux personnes présentes. Il parlait à des fantômes, à sa femme, décédée, à sa mère, qui était morte il y a 50 ans, à des versions de ses enfants, qui n'existaient plus. Cello apprit à écouter, apprit à ne pas corriger, apprit à entrer dans le monde de Raymond, au lieu d'essayer de l'en sortir. Et elle apprit autre chose. Elle apprit que Raymond réagissait aux odeurs. Un jour, Cello cuisinait une potée, une recette simple, que sa mère lui avait enseignée. L'odeur emplit la maison, et Raymond leva la tête. Il ne dit rien. Il ne fit rien d'extraordinaire. Mais pour la première fois, depuis des mois, ses yeux semblèrent se focaliser sur quelque chose de réel. « Ça sent la maison de ma mère », murmura-t-il. Cello faillit laisser tomber sa cuillère. C'était la première phrase cohérente que Raymond disait depuis des semaines. À partir de ce jour, Cello commença à expérimenter. Elle cuisinait différents plats, des plats traditionnels, des plats avec une histoire, et elle observait les réactions de Raymond. Parfois, il ne se passait rien. Parfois, le vieil homme semblait se réveiller pendant quelques secondes, avant de se perdre à nouveau. Mais il y avait quelque chose là, quelque chose que la médecine ne pouvait pas expliquer, une connexion entre l'odeur et la mémoire que l'Alzheimer n'avait pas pu détruire complètement. Et alors, en novembre, Cello trouva le cahier. Elle nettoyait une vieille armoire dans la cuisine, une armoire que probablement personne n'avait ouverte depuis des années. Et là, sous des casseroles rouillées et des ustensiles oubliés, il était là, un cahier jauni avec la couverture en cuir usée. Cello l'ouvrit, les pages
était rempli de recettes, écrites à la main. L'écriture était élégante, mais masculine. Et au début de chaque recette, il y avait une note. Cette recette m'a été enseignée par ma mère au réveillon de Noël de 1953. Cette recette est pour le réveillon. Elle n'est cuisinée qu'une fois par an. Cette recette, je la fais en chantant Petit Papa Noël. Elle n'a pas le même goût si on ne chante pas. Cello lut ces mots et comprit ce cahier était à Monsieur Raymond. C'était les recettes qu'il cuisinait à Noël. C'était les souvenirs que l'Alzheimer avait effacés. Et à ce moment-là, Cello prit une décision. Elle allait cuisiner chacune de ses recettes. Elle allait recréer le Noël que Monsieur Raymond avait oublié. Elle allait tenter de réveiller quelque chose que tout le monde croyait mort. Et si ça ne fonctionnait pas, au moins, elle aurait essayé, au moins, elle aurait fait ce qu'elle n'avait pas pu faire avec son propre père, lui offrir un dernier Noël. Les semaines suivantes furent les plus intenses de la vie de Cello. Chaque jour, après avoir terminé ses tâches habituelles, elle étudiait le cahier de recettes, lisait les notes de Monsieur Raymond, apprenait les secrets qu'il avait écrits il y a 40 ans. Certaines recettes étaient simples, d'autres étaient compliquées, mais toutes avaient quelque chose en commun. Toutes avaient une histoire. Chaque plat venait avec un souvenir, une année spécifique, une personne spéciale, un moment que Raymond avait voulu préserver. La première recette que Cello lut était pour une soupe à l'oignon. Raymond avait écrit cette recette. Je l'ai apprise de ma grand-mère en 1968. Elle disait que c'était le meilleur remède contre la gueule de bois. Après le réveillon, la suivante était pour une bûche de Noël. La note disait « Cette bûche, je la faisais avec ma femme, Martine, chaque année. Elle adorait ça. Elle disait que ça ressemblait à un tronc d'arbre tombé dans la neige. » Cello dut s'arrêter de lire un instant. Les larmes l'empêchèrent de voir. Les mots, cet homme avait aimé profondément. Il avait cuisiné avec amour. Il avait documenté chaque souvenir parce qu'il savait qu'ils étaient importants. Et maintenant, il ne se souvenait de rien de tout ça. Cette recette, je l'ai faite pour la première fois quand Antoine est né. C'était mon premier réveillon de Noël en tant que père. Chloé lut cette phrase et sentit un nœud se former dans sa gorge. Antoine, le fils qui ne venait plus. Le fils qui avait abandonné son père parce que la douleur était trop vive. Chloé ne lui en voulait pas. Elle comprenait cette douleur. Elle l'avait ressentie elle-même avec son propre père. Mais elle savait aussi que cette douleur ne se guérit pas en l'évitant. Elle se guérit en l'affrontant. Début décembre, Chloé commença à cuisiner. Pas encore les recettes de Noël, seulement les recettes les plus simples, des essais, des expériences, pour voir comment réagissait Raymond. La première fois qu'elle prépara le riz au lait de la grand-mère de Raymond, le vieil homme resta immobile. Il était assis dans son fauteuil, comme toujours, regardant par la fenêtre, comme toujours, perdu dans son monde, comme toujours. Mais quand l'odeur du riz au lait embauma le salon, quelque chose changea. Raymond ferma les yeux. Il ne dit rien, ne bougea pas. Mais il y avait une expression sur son visage que Chloé n'avait jamais vue auparavant. La PX. Comme si l'odeur l'avait transporté ailleurs, à une autre époque, à une version de lui-même qui existait encore dans un coin de son esprit malade. L'instant ne dura que quelques secondes. Puis Raymond rouvrit les yeux et se remit à regarder par la fenêtre, aussi perdu qu'avant. Mais Chloé en avait vu suffisamment. Il y avait quelque chose là. Quelque chose qu'elle pouvait atteindre. Quelque chose que la maladie d'Alzheimer n'avait pas complètement détruit. Durant les semaines suivantes, Chloé essaya différentes recettes. Chacune provoquait une réaction différente. Parfois, Raymond fermait les yeux.
D'autres fois, il bougeait les lèvres comme s'il se souvenait de quelque chose. D'autres fois encore, il prononçait des mots isolés qui n'avaient aucun sens, mais qui provenaient clairement d'un souvenir profond. Chloé prenait des notes de tout. Elle notait quelle recette fonctionnait le mieux, quelles odeurs provoquaient le plus de réactions, quelle combinaison semblait réveiller quelque chose chez le vieil homme. Et lentement, elle commença à élaborer un plan. Le réveillon de Noël. Elle allait recréer le réveillon de Noël parfait. Elle allait cuisiner toutes les recettes que Raymond avait écrites pour cette soirée. Elle allait décorer la maison comme il la décorait. Elle allait mettre la musique qu'il mettait. Et si tout se passait bien, peut-être, juste peut-être, Raymond se souviendrait. Ne serait-ce que pour un instant. Ne serait-ce que pour une minute. Cela en vaudrait la peine. À la mi-décembre, Chloé trouva autre chose dans l'armoire. Elle cherchait les moules à biscuits de Noël, mentionnés dans l'une des recettes. Et derrière une vieille boîte, elle trouva un sac en tissu. À l'intérieur, il y avait un tablier. Pas n'importe quel tablier. Un tablier brodé à la main avec des fleurs rouges et vertes, avec les initiales RD à l'angle, avec de vieilles taches de sauce qui n'avaient jamais été complètement enlevées. Chloé reconnut ce tablier. Antoine l'avait mentionné une fois, lors d'une des rares conversations qu'ils avaient eues. Il avait dit que son père portait toujours un tablier spécial quand il cuisinait à Noël. Un tablier qui avait appartenu à sa grand-mère. C'était C.E. Tablier. Chloé le prit avec précaution, comme s'il s'agissait d'un trésor, comme s'il s'agissait d'une relique sacrée, parce qu'en un sens, il l'était. Ce tablier avait été témoin de 40 ans de réveillon de Noël. Il avait vu Raymond cuisiner pour sa famille. Il avait entendu les chants de Noël. Il avait fait partie des plus beaux souvenirs d'une famille entière. Et maintenant, il était là, oublié dans une armoire, comme les souvenirs de son propriétaire. Chloé prit une décision. Raymond allait porter ce tablier à nouveau, même s'il ne se souvenait pas pourquoi, même s'il ne savait pas ce que cela signifiait. Il allait le porter. Le 20 décembre, Chloé fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des mois. Elle appela Antoine. « Monsieur Antoine, dit-elle quand il répondit, « j'ai besoin de vous parler de votre père. » Antoine soupira à l'autre bout du fil. Il s'est passé quelque chose. Il est malade. Il a besoin d'être hospitalisé. Non, monsieur, il ne s'est rien passé de grave. C'est au sujet de Noël. Il y eut un long silence. Noël, répéta Antoine d'une voix tendue. Qu'est-ce que Noël a à voir là-dedans? Chloé inspira. Monsieur, j'ai trouvé un cahier dans la cuisine, un cahier avec des recettes. Je crois qu'il appartenait à votre père. Le silence se fit plus long. Où l'avez-vous trouvé? Demanda finalement Antoine, dans une vieille armoire. Il était caché derrière des casseroles. Les recettes sont écrites à la main. Et il y a des notes sur Noël, sur la famille, sur vous. Antoine ne dit rien. Monsieur, continua Chloé, j'ai cuisiné certaines de ces recettes pour monsieur Raymond. Et il réagit. Il ne parle pas. Il ne reconnaît pas. Mais il réagit. Les odeurs font quelque chose sur lui. Qu'est-ce que vous essayez de dire? Demanda Antoine. Je dis que je veux préparer le dîner de réveillon complet. Toutes les recettes du cahier. Tout exactement comme votre père le faisait. Et je veux que vous veniez. La réponse fut immédiate. Non. Chloé s'attendait à cette réponse. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois. Non, répéta Antoine d'une voix plus ferme. Je ne vais pas passer le réveillon à voir mon père me regarder sans me reconnaître. Je ne vais pas m'asseoir à cette table et prétendre que tout va bien, alors que l'homme que j'ai connu n'existe plus. Je ne peux pas le faire. Chloé attendit un moment avant de répondre. Moi non plus, je n'ai pas pu le faire avec mon père, dit-elle finalement. J'ai évité les derniers Noëls. J'ai laissé les autres s'occuper de lui pendant que je restais à la maison à pleurer. Et quand il est mort, la seule chose qu'il me restait, c'était le regret. Antoine ne dit rien. Monsieur Antoine, votre père est encore vivant. Il respire encore. Il a encore des moments où quelque chose en lui se réveille. Peut-être qu'il ne vous reconnaît pas. Peut-être qu'il ne connaît pas votre nom. Mais il y a quelque chose là. Quelque chose qui n'est pas encore complètement parti. Ça ne marchera pas, dit Antoine d'une voix brisée. Les médecins ont dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Les médecins ne savent pas tout. Les médecins n'ont pas vu comment votre père ferme les yeux
quand il sent l'odeur du riz au lait de sa grand-mère. Ils n'ont pas vu comment il bouge les lèvres quand je cuisine les recettes du cahier. Ils n'ont pas vu les larmes qui coulent sur ses joues quand quelque chose en lui se souvient, même si son esprit ne le peut pas. Il y eut un très long silence à l'autre bout du fil. Chloé pensa qu'Antoine avait raccroché. Mais alors, elle entendit quelque chose, un sanglot. Antoine pleurait. « Je ne peux pas le voir comme ça, dit-il d'une voix brisée. Je ne peux pas voir mon père comme un étranger. Je ne peux pas m'asseoir devant lui et savoir que je ne suis personne pour lui. » Chloé ferma les yeux. « Monsieur Antoine, dit-elle doucement, vous n'êtes pas personne pour lui. Vous êtes son fils. Et même si son esprit ne vous reconnaît pas, quelque chose en lui le sait encore. Quelque chose de plus profond que la mémoire. Quelque chose que la maladie d'Alzheimer ne peut pas toucher. » « Comment savez-vous ça ?» demanda Antoine. « Parce que je l'ai vu avec mon propre père. Dans ces derniers jours, quand il ne connaissait même plus son propre nom, il serrait encore ma main quand j'entrais dans la chambre. Il souriait encore quand il entendait ma voix. Il ne savait pas qui j'étais, mais il savait que j'étais importante. » Antoine ne répondit pas. « Venez le 24, dit Chloé. Venez, c'est tout. Si ça ne marche pas, si votre père ne réagit pas, si tout est exactement comme vous le craignez, au moins, vous aurez essayé. Au moins, vous n'aurez pas ce regret que je traîne tous les jours. » Un autre long silence. Puis Antoine lâcha un simple mot. « D'accord. » Et il raccrocha. Chloé resta avec le téléphone à la main, sentant qu'un moment important venait de se produire. Maintenant, il ne restait plus qu'à espérer que le plan fonctionne. Les jours suivants furent un véritable tourbillon de préparatifs. Chloé cuisina de tout, goûta chaque recette, ajusta les saveurs, mémorisa chaque étape et répéta les chants de Noël, car le cahier ne contenait pas que des recettes. Il y avait aussi des chansons. Raymond avait écrit les paroles des chants de Noël qu'il chantait en cuisinant. Il avait noté ses préférés et avait même marqué d'une étoile un titre en particulier, « Petit Papa Noël ». Chloé chercha cette chanson, l'écouta encore et encore, apprit les paroles, apprit la mélodie, s'entraîna jusqu'à pouvoir la chanter sans même y penser. Parce que si les odeurs réveillaient quelque chose chez Raymond, peut-être que la musique pourrait réveiller quelque chose de plus. Peut-être que la combinaison de tout, les odeurs, les saveurs, la musique, la décoration, pourrait créer un moment de lucidité, un moment de reconnaissance, un moment de Noël. Le 23 décembre, Antoine appela. « Ça va marcher ?» demanda-t-il, sans préambule. Chloé fut honnête. « Je ne sais pas, monsieur. Tout ce que je sais, c'est que ça vaut la peine d'essayer. » Antoine garda le silence un instant. « J'arrive demain à 7 heures, dit-il finalement. « Je veux être là quand vous commencerez à cuisiner. » Chloé sourit. « Je vous attends, monsieur. » Et elle raccrocha, sentant que le poids de tout ce qu'elle avait planifié devenait enfin réel. Demain, c'était le réveillon de Noël. Demain, elle saurait si tout cela en avait valu la peine. Si cette histoire vous touche, si vous pensez à quelqu'un que vous connaissez, si vous vous souvenez de vos propres Noëls perdus, restez avec nous. Parce que ce qui va suivre va changer la façon dont vous percevez Alzheimer pour toujours. Le 24 décembre, le jour du réveillon de Noël. Antoine arriva à 7 heures du matin. Il n'avait pas dormi. Ça se voyait à ses yeux rouges, à ses cernes profondes, à la tension dans ses épaules. Il avait passé la nuit à penser, à se souvenir, à craindre. En entrant dans la maison de son père, il s'arrêta sur le seuil. Il n'y avait pas mis les pieds depuis presque un an. Depuis la dernière fois que Raymond l'avait regardé en lui demandant « Qui êtes-vous » La maison sentait différemment. Elle sentait les épices, la cannelle, quelque chose qu'Antoine ne pouvait pas identifier, mais qui lui paraissait terriblement familier. Elle sentait son enfance. Chloé l'attendait dans la cuisine. Elle avait déjà son tablier brodé. Ses ingrédients étaient prêts. Elle était prête à commencer. « Bonjour, monsieur Antoine, » dit-elle avec un sourire tranquille. « Vous arrivez juste à temps. » Antoine regarda autour de lui. Tout était exactement comme il s'en souvenait. Les mêmes meubles, les mêmes photos au mur, la même table en bois où il avait dîné chaque réveillon de Noël de son enfance. Et dans le fauteuil du salon, regardant par la fenêtre comme toujours, il y avait son père.
Antoine sentit son cœur s'arrêter. Cela faisait presque 1 an qu'il ne l'avait pas vu. Et même s'il savait qu'il avait empiré, même s'il savait que les médecins avaient dit qu'il était en phase terminale, le voir ainsi fut comme recevoir un coup de poing dans la poitrine. Raymond avait l'air vieux, fragile, perdu, l'homme qui avait bâti un domaine agricole, l'homme qui avait dominé chaque pièce dans laquelle il entrait, l'homme qui avait été le pilier de toute une famille, n'était plus qu'une ombre assise dans un fauteuil. Antoine dut se retenir pour ne pas pleurer. Chloé s'approcha de lui. « Il est comme toujours, » dit-elle à voix basse. « Il n'a pas empiré. Il n'y a pas eu d'amélioration non plus. » Antoine acquiesça sans pouvoir parler. « Venez, » dit Chloé en le prenant par le bras. « Nous avons beaucoup à faire. » Elle le guida vers la cuisine. Sur la table, il y avait le cahier de recettes. Antoine le reconnut immédiatement. C'était l'écriture de son père. C'étaient les dessins qu'il faisait quand il expliquait un plat. C'étaient les notes qu'il avait écrites il y a des décennies. Antoine prit le cahier avec des mains tremblantes. Il ouvrit la première page. Et là, en lettres grandes et claires, il était écrit « Recettes pour mes enfants », pour que, quand je ne serai plus là, ils puissent cuisiner le Noël que je leur ai donné. Antoine ferma le cahier. Il ne pouvait pas continuer à lire. Chloé lui laissa un moment. Puis elle dit « Nous allons commencer. Vous allez m'aider. » Antoine la regarda, confus. « Je ne sais pas cuisiner. » Chloé sourit. « Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous soyez là, que vous fassiez partie de tout ça, que votre papa vous voie, même s'il ne vous reconnaît pas. » Antoine acquiesça lentement. Et ainsi commença le jour le plus long de sa vie. Chloé cuisinait, et Antoine l'aidait. Il pelait les pommes de terre, coupait les légumes, mélangeait dans les casseroles. Il ne savait pas ce qu'il faisait, mais ça n'avait aucune importance. Ce qui importait, c'est qu'avec chaque plat qu'il préparait, les odeurs envahissaient la maison, et qu'avec chaque odeur qui envahissait la maison, quelque chose changeait chez Raymond. Au début, ce furent de petits changements. Un mouvement de tête, un clignement d'yeux plus lent, une respiration plus profonde. Mais au fil des heures, au fur et à mesure que la cuisine se remplissait des arômes de 40 années de réveillon de Noël, les changements devinrent plus notables. Raymond cessa de regarder par la fenêtre. Il commença à regarder vers la cuisine. Il ne se leva pas. Il ne parla pas. Mais ses yeux, qui avaient été vides pendant des années, semblaient maintenant chercher quelque chose qu'il reconnaissait, quelque chose dont il se souvenait. À 5 heures de l'après-midi, Chloé fit quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Elle sortit le tablier brodé, elle le montra à Antoine. « Vous reconnaissez ça ?» demanda-t-elle. Antoine le prit avec des mains tremblantes. « C'était le tablier de ma grand-mère, » murmura-t-il. « Mon père le portait chaque Noël. Il disait que ça lui portait bonheur. » Chloé acquiesça. « Je veux le mettre à Monsieur Raymond. » Antoine la regarda, surpris. « Vous pensez qu'il va réagir ? Je ne sais pas, mais je veux essayer. » Antoine garda le silence un instant, puis il acquiesça. « Faites-le. » Chloé se dirigea vers le salon. Raymond était toujours dans son fauteuil. Il regardait toujours vers la cuisine. Il était toujours perdu dans cet endroit entre le souvenir et l'oubli. « Monsieur Raymond, » dit Chloé en s'approchant, « je vous ai apporté quelque chose de spécial. » Raymond ne répondit pas. Il ne la regarda pas. Mais il ne se détourna pas non plus. Chloé s'agenouilla devant lui. « Ce tablier était à votre maman, » dit-elle d'une voix douce. « Vous le portiez chaque Noël, quand vous cuisiniez pour votre famille. » Raymond cligna des yeux. « Je vais vous le mettre. D'accord ?» Il n'y eut pas de réponse. Chloé ouvrit le tablier et le plaça doucement sur les épaules de Raymond. Elle noua les rubans derrière son dos, ajusta les fleurs brodées pour qu'elles soient bien visibles. Et quand elle eut terminé, quelque chose d'incroyable se produisit. Raymond baissa le regard. Il regarda le tablier. Il regarda les fleurs brodées, les initiales brodées dans un coin, les vieilles taches de sauce. Et ses mains, restées inertes pendant des mois, se sont mises à bouger. Elles ont touché le tissu du tablier. Elles ont caressé les broderies. Et une larme a coulé sur sa joue. Antoine en a eu le souffle coupé. Raymond, qui observait depuis le seuil de la cuisine, a senti ses jambes flancher. Son père était en train de pleurer. Son père était en train de toucher le tablier.
Son père était en train de se souvenir. « Raymond », a murmuré Antoine. « Il sait quel jour on est aujourd'hui. » Raymond n'a pas répondu, mais ses mains continuaient de caresser le tablier. « C'est le réveillon de Noël », a dit Antoine. « C'est le jour où tu cuisinais pour ta famille. C'est le jour où tu chantais Petit Papa Noël en touillant les casseroles. » Raymond a levé les yeux, pour la première fois depuis des années. Ses yeux n'étaient pas vides. Il y avait quelque chose de faible, quelque chose de fragile, mais quelque chose de réel. Antoine a décidé de prendre un risque. Elle a commencé à chanter, doucement au début, presque en chuchotant, les paroles du chant de Noël que Raymond avait marqué d'une étoile dans son cahier. « Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. » Raymond est resté immobile. Raymond a arrêté de respirer, avec des jouets par milliers. Et alors, quelque chose d'impossible s'est produit. Les lèvres de Raymond ont bougé. Ce n'était pas un mouvement aléatoire. Ce n'était pas un spasme. C'était un mouvement délibéré. Un mouvement qui suivait le rythme de la chanson. Raymond essayait de chanter. Antoine a continué à chanter, maintenant avec des larmes plein les yeux. « N'oublie pas mon petit soulier. » Et Raymond, avec une voix râpeuse qu'il n'avait pas utilisée depuis des mois, a complété la phrase. « Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. » Raymond s'est effondré contre le mur. Son père était en train de chanter. Son père, qui n'avait pas dit un mot cohérent depuis 2 ans, était en train de chanter le chant de Noël qu'il chantait chaque réveillon de son enfance. Antoine a continué. Elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle n'allait pas s'arrêter. « Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. » Et Raymond a chanté avec elle. Toute la strophe, chaque mot, chaque note, comme s'il n'avait jamais oublié, comme si la maladie d'Alzheimer n'existait pas, comme si les 6 dernières années n'avaient été qu'un mauvais rêve. Quand la chanson s'est terminée, il y a eu un silence. Raymond regardait Antoine, mais plus avec ce regard vide habituel. Il la regardait avec curiosité. « Qui êtes-vous » a-t-il demandé. Mais ce n'était pas la question vide habituelle. Ce n'était pas le « qui êtes-vous » de quelqu'un qui ne reconnaît rien. C'était la question de quelqu'un qui est en train de se réveiller, de quelqu'un qui essaie de comprendre où il est. « Je m'appelle Antoine » a dit Antoine d'une voix tremblante. « Mais vous pouvez m'appeler Toinette. » Raymond a acquiescé lentement, puis il a regardé le tablier qu'elle portait. « Ce tablier était à maman » a-t-il dit. Antoine a acquiescé. « Oui, monsieur Dubois, il était à votre maman. Elle l'a brodé pour moi, quand j'étais jeune, quand on vivait encore à la ferme. » Raymond n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. Son père était en train de parler. Il était en train de se souvenir. Il était là. Raymond a levé les yeux et a regardé la cuisine. « Qu'est-ce que vous cuisinez » a-t-il demandé. Antoine a souri. « Les recettes de votre cahier, monsieur Dubois. Les recettes du réveillon. » Raymond a froncé les sourcils. « Réveillon » a-t-il répété comme si le mot lui coûtait. « Oui. On est le 24 décembre. C'est le réveillon. » Raymond a traité cette information lentement. Et alors, ses yeux se sont dirigés vers la porte de la cuisine, là où se tenait Raymond. Les 2 hommes se sont regardés. Raymond a senti le monde s'arrêter de tourner. Et son père, l'homme qui ne l'avait pas reconnu depuis 2 ans, l'homme qui lui avait demandé « Qui es-tu » des centaines de fois. Cet homme l'a regardé droit dans les yeux, et il a dit un mot. Un seul mot que Raymond avait cessé d'espérer entendre. « Raymond » il a dit son prénom. Son père a dit son prénom. Raymond a traversé la pièce en 2 pas. Il s'est agenouillé devant son père. Les larmes coulaient sur son visage sans contrôle. « Papa » a-t-il sangloté. « Papa, c'est moi. C'est Raymond. » Raymond a levé une main tremblante. Il l'a posée sur la joue de son fils. « Raymond » a-t-il répété. « Mon fils, mon premier fils. Tu es né un dimanche de juillet. » Tu pleurais tellement que les voisins se sont plaints. Raymond ne pouvait pas parler. Il ne pouvait pas respirer. Il ne pouvait que pleurer. Son père était en train de se souvenir de lui. Après 2 ans d'oubli, son père était en train de se souvenir de lui. « Que fais-tu ici » a demandé Raymond d'une voix confuse.
Je ne t'ai pas vu depuis longtemps. Raymond a avalé sa salive. Je suis venu passer le réveillon avec toi, papa. Comme avant. Comme quand j'étais enfant. Raymond a souri. Un sourire que Raymond n'avait pas vu depuis des années. Un sourire qu'il croyait qu'il ne reverrait jamais. Réveillon, a dit Raymond. Alors il faut cuisiner. Je cuisine toujours au réveillon. Il a regardé vers la cuisine. Ça sent bon. Ça sent comme quand je cuisinais. Antoine s'est approché. Monsieur Dubois, c'est moi qui ai cuisiné aujourd'hui. J'ai utilisé les recettes de votre cahier. J'espère que ça ne vous dérange pas. Raymond l'a regardé. Le cahier de maman, a-t-il demandé. Votre cahier, Monsieur Dubois. Celui que vous avez écrit il y a 40 ans. Raymond a semblé confus pendant un moment. Puis il a acquiescé lentement. 40 ans, a-t-il répété. C'est passé beaucoup de temps. Oui, Monsieur Dubois, c'est passé beaucoup de temps. Raymond a regardé Raymond. Et toi, tu n'es pas venu me voir, a-t-il dit avec un peu de reproche dans la voix. Raymond a baissé les yeux. Je suis désolé, papa. Je suis vraiment désolé. Raymond a pris la main de son fils. C'est bon, a-t-il dit. Tu es là maintenant. C'est ça qui compte. Raymond a serré la main de son père. Et pour la première fois depuis 6 ans, il a senti que son père était de retour. Si cette histoire vous touche profondément, si elle vous a fait penser à quelqu'un que vous aimez, si elle vous a rappelé ce que signifie être présent, pensez à soutenir cette chaîne. Votre soutien nous aide à continuer à raconter ces histoires que le monde a besoin d'entendre. Les 30 minutes suivantes ont été les plus précieuses de la vie de Raymond. Raymond ne s'est pas complètement rétabli. Il restait confus, car il continuait à mélanger les années et les personnes. Parfois, il parlait de sa femme comme si elle était vivante. Parfois, il pensait que Raymond était encore un enfant. Mais il était là. Il était présent. Il se souvenait. Ils se sont assis à dîner ensemble. Antoine avait tout préparé exactement comme indiqué dans le cahier. La dinde aux épices, la morue à la biscayenne, les romeritos au molle, les torrijas en dessert. Raymond a regardé la table et ses yeux se sont remplis de larmes. C'est pareil, a-t-il murmuré. C'est pareil que quand je cuisinais. Antoine a servi les plats. Raymond s'est assis en face de son père. Et pour la première fois depuis 6 ans, ils ont dîné ensemble au réveillon. Raymond a peu mangé. Son corps était faible après tant d'années de déclin. Mais chaque bouchée qu'il goûtait semblait le transporter à une autre époque. Cette morue, a-t-il dit après avoir goûté la première bouchée, elle a le même goût que celle de ma maman. C'est la recette de votre cahier, Monsieur Dubois, a dit Antoine. Vous l'avez écrite il y a 40 ans. Raymond acquiesça lentement. Maman me l'a appris, dit-il, quand j'étais jeune, avant qu'elle ne nous quitte. Il regarda Antoine. Tu n'as jamais connu ta grand-mère, dit-il, mais tu aurais été son préféré. Elle a toujours voulu un petit-fils qui s'appelle Antoine. Antoine sentit quelque chose se briser en lui. Son père lui racontait des histoires qu'il n'avait jamais entendues. Des histoires que la maladie d'Alzheimer avait enfouies pendant des années. Des histoires qui ressurgissaient maintenant, dans ce moment de lucidité inattendue. « Raconte-moi encore, papa, » dit Antoine d'une voix tremblante. « Raconte-moi tout ce dont tu te souviens. » Et Raymond raconta. Il parla de sa mère, de son père, des années passées à la ferme, des premiers réveillons de Noël dont il se souvenait, de comment il avait appris à cuisiner, de comment il avait rencontré la mère d'Antoine. Les mots sortaient dans le désordre, mélangés, parfois sans sens chronologique, mais ils sortaient. Après des années de silence, les souvenirs de Raymond émergeaient. Chloé écoutait en silence, en pleurant, parce qu'elle comprenait ce qui se passait. Elle comprenait que ce moment n'allait pas durer. Elle comprenait que la maladie d'Alzheimer allait revenir. Elle comprenait que ces 30 minutes étaient un cadeau, un miracle, une fenêtre qui s'était ouverte et qui allait bientôt se fermer pour toujours. Mais elle comprenait aussi que cela en valait la peine. Chaque mot, chaque histoire, chaque regard de reconnaissance valait des années d'attente, valait tous les jours qu'elle avait passés à chanter Petit Papa Noël et à cuisiner des recettes sans aucune réponse. Valait tout. Vers 23 heures, Raymond commença à se fatiguer.
Ses mots devinrent plus lents. Ses yeux commencèrent à se perdre à nouveau. La fenêtre était en train de se fermer. Antoine le remarqua. « Papa, dit-il en prenant sa main, tu es fatigué. Tu devrais te reposer. » Raymond le regarda, et pendant un moment, il y eut une clarté absolue dans ses yeux. « Antoine, dit-il d'une voix ferme, merci d'être venu, merci d'être là. » Antoine ravala le nœud dans sa gorge. « Je serai toujours là, papa, toujours. » Raymond acquiesça. « Je sais que tu ne venais pas, dit-il. Je sais que ça te faisait mal de me voir comme ça. Je ne t'en veux pas. Moi aussi, ça me ferait mal. Papa, mais je veux que tu saches quelque chose. Même si je ne te reconnais pas, même si je ne sais pas ton nom, quelque chose en moi sait que tu es important. Quelque chose en moi t'aime, même si je ne me souviens pas pourquoi. » Antoine ne put retenir ses larmes. « Moi aussi je t'aime, papa. Je t'ai toujours aimé. » Raymond sourit. « Je sais, dit-il. Je sais. » C'est moi s'il ferma les yeux. Et quand il les rouvrit, la clarté avait disparu. Il regarda Antoine avec ce regard vide qu'il connaissait si bien. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. Antoine sentit le coup. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, ça ne faisait pas aussi mal, parce que maintenant il savait. Il savait que derrière cette question, derrière cet oubli, il y avait quelque chose qui continuait à le reconnaître, quelque chose de plus profond que la mémoire, quelque chose que la maladie d'Alzheimer ne pourrait jamais toucher. « Je suis quelqu'un qui vous aime, monsieur Dubois, dit Antoine, et je serai là demain, et après-demain, et tous les jours qu'il me reste. » Raymond cligna des yeux, confus, mais il acquiesça, comme si quelque chose en lui comprenait. Chloé l'aida à aller au lit. Elle le borda comme elle avait bordé son propre père des années auparavant. Et quand Raymond s'endormit, Chloé s'assit sur la chaise près du lit et pleura. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de Pikes, parce qu'elle avait enfin pu faire ce qu'elle n'avait pas pu faire avec son père, lui offrir un dernier réveillon de Noël, même si c'était à un inconnu, même si c'était à un homme qui ne la reconnaîtrait pas demain. Elle avait pu le faire, et c'était suffisant. Antoine resta éveillé toute la nuit, assis dans le salon, regardant le cahier de recettes, lisant les notes que son père avait écrites il y a 40 ans. Il trouva des choses qu'il n'avait jamais sues. Il trouva des histoires de son enfance que son père avait documentées. Il trouva des recettes marquées avec des noms. C'est la préférée d'Antoine. C'est pour quand Claire se mariera. C'est pour le premier petit enfant. Son père avait écrit ce cahier en pensant à l'avenir, en pensant aux enfants qu'il aurait, aux petits-enfants qu'il connaîtrait, aux réveillons de Noël qu'il partagerait. Il n'avait aucun moyen de savoir que la maladie d'Alzheimer viendrait, que les souvenirs s'en iraient, que tout ce qu'il avait prévu s'effondrerait. Mais il avait laissé ce cahier. Ce témoignage de qui il avait été, ce cadeau pour les enfants qui en auraient un jour besoin. Et maintenant, Antoine l'avait, et il allait l'utiliser, le lendemain matin. Raymond ne se souvenait de rien. Il ne se souvenait pas du dîner. Il ne se souvenait pas du chant de Noël. Il ne se souvenait pas d'avoir dit le nom d'Antoine. Il était assis dans son fauteuil, regardant par la fenêtre, perdu dans son monde, exactement comme toujours. Mais Antoine ne partit pas. Il s'assit à côté de son père, prit sa main et commença à lui parler. Il lui raconta des histoires. Il lui raconta des souvenirs. Il lui raconta des choses que Raymond ne comprenait plus mais qu'Antoine avait besoin de dire. Et bien que Raymond ne réponde pas, quelque chose dans sa main serra celle d'Antoine. Quelque chose de plus profond que la mémoire. Quelque chose qui était toujours là, à partir de ce jour. Antoine changea. Il n'évitait plus les visites. Il ne fuyait plus la douleur. Il ne laissait plus la peur le contrôler. Il venait tous les jours, parlait à son père même s'il ne recevait pas de réponse, lisait le cahier de recettes à haute voix, chantait Petit Papa Noël même si sa voix était terrible. Et Chloé était là, cuisinant, chantant, s'occupant de Raymond comme s'il était son propre père. Parce que d'une certaine manière, il l'était. C'était la deuxième chance que la vie lui avait donnée.
La chance de faire ce qu'elle n'avait pas pu faire avant. La chance de guérir la blessure qu'elle portait depuis 5 ans. Et quelque chose changea dans la relation entre Chloé et Antoine. Ils n'étaient plus employés et patrons. C'étaient 2 personnes unies par la même douleur. 2 personnes qui avaient appris la même leçon. 2 personnes qui étaient devenues une famille sans partager de sang. Antoine commença à inclure Chloé dans les décisions concernant son père. Il la consultait sur les médicaments, l'écoutait quand elle disait que Raymond avait besoin de quelque chose, faisait confiance à elle plus qu'au médecin. Parce que Chloé connaissait Raymond d'une manière qu'aucun médecin ne le pouvait. Elle le connaissait à travers les recettes qu'elle cuisinait, à travers les chants de Noël qu'elle chantait, à travers les heures qu'elle passait à ses côtés à parler de choses qu'il ne comprenait plus. Elle le connaissait à travers l'amour. Et c'était plus précieux que n'importe quel titre médical. Raymond n'eut plus jamais un moment de lucidité comme celui de ce réveillon de Noël. Les médecins dirent que c'était un phénomène rare, mais documenté. Parfois, la combinaison correcte de stimuli peut créer une fenêtre temporelle, un moment où la mémoire ressurgit avant de disparaître pour toujours. Ils ne purent pas expliquer pourquoi cela s'était produit. Mais Chloé savait. C'était l'odeur des recettes. C'était le tablier de la grand-mère. C'était le chant de Noël que Raymond avait chanté toute sa vie. C'était l'amour d'un fils qui finalement avait cessé de fuir. C'était tout cela réuni, créant un miracle que la science ne peut mesurer. Raymond est décédé 6 mois après ce réveillon de Noël. Il est mort dans son sommeil, sans douleur, sans peur. Antoine était à ses côtés. Et même si Raymond ne l'a pas reconnu dans ses dernières heures, Antoine savait, au fond de lui, que quelque chose chez son père savait qu'il était là, quelque chose de plus profond que la mémoire, quelque chose qui n'était jamais parti. Les funérailles furent petites. Seule la famille proche était présente, mais sur le cercueil, il y avait quelque chose que personne n'attendait, le tablier brodé de la grand-mère. Antoine l'avait placé là, parce que son père avait cuisiné chaque Noël de sa vie avec ce tablier, et il méritait de l'emporter avec lui. Où qu'il aille, Chloé est venue aux funérailles, pas en tant qu'employée, mais en tant que famille, parce qu'en ces 6 mois, elle était devenue une partie d'eux, la femme qui avait offert un miracle de réveillon de Noël à un homme que tous avaient cru perdu. Antoine l'a embrassée après la cérémonie. « Merci, dit-il, pour tout, pour ne pas avoir abandonné, pour avoir cru. Quand moi, je n'y croyais plus. » Chloé sourit, les larmes aux yeux. « Merci à vous, dit-elle, de m'avoir donné l'occasion de faire ce que je n'ai pas pu faire avec mon papa. » Ils restèrent là un moment, 2 personnes qui avaient perdu leurs parents, 2 personnes qui avaient trouvé du réconfort l'une auprès de l'autre, 2 personnes qui avaient appris que l'amour n'a pas besoin de mémoire pour exister. Aujourd'hui, alors que vous écoutez cette histoire, Antoine a 53 ans. Il est toujours un entrepreneur prospère. Il dirige toujours le domaine agricole que son père a construit. Il reste un homme pragmatique dans presque tous les domaines. Mais chaque Noël, il cuisine. Il utilise le carnet de recettes de son père. Il prépare chaque plat exactement comme il est écrit. Il chante Petit Papa Noël en remuant les casseroles. Et ses enfants le regardent. Ils apprennent les recettes. Ils apprennent les chants de Noël. Ils apprennent qu'il y a quelque chose de plus important que les cadeaux sous le sapin. Ils apprennent que Noël, c'est la famille, c'est la tradition, c'est l'amour qui se transmet de génération en génération. Les enfants d'Antoine n'ont jamais connu leur grand-père Raymond lucide. Ils ne l'ont connu que comme le vieil homme sur le fauteuil, qui regardait par la fenêtre. Mais ils connaissent ses recettes. Ils connaissent ses chants de Noël. Ils connaissent son histoire grâce au carnet qu'il a laissé. Et chaque Noël, quand Antoine cuisine avec eux, il leur raconte l'histoire du grand-père qu'il était, de l'homme qui a bâti un empire, du père qui cuisinait avec un tablier brodé et chantait Petit Papa Noël d'une voix de stentor. Il leur raconte le réveillon de Noël du miracle, les 30 minutes qui ont tout changé, la femme de ménage qui n'a jamais abandonné. Et même si ses enfants n'ont jamais vécu cette magie directement, ils la ressentent à travers les histoires, à travers les odeurs, à travers la tradition que leur père maintient vivante. Parce que c'est le véritable héritage de Raymond, pas l'argent, pas les fermes, pas le domaine agricole, l'héritage de Raymond.
C'est l'amour qu'il a mis dans chaque recette, la joie qu'il a chantée dans chaque chant de Noël, la tradition qu'il a construite pendant 40 ans de réveillon de Noël. Et cet héritage est toujours vivant. Dans chaque plat qu'Antoine cuisine, dans chaque chanson qu'il chante, dans chaque histoire qu'il raconte. Raymond ne se souvient de rien de tout cela. Raymond est mort sans savoir que son héritage continuerait, mais son héritage continue. Et c'est plus que la plupart d'entre nous ne peuvent espérer. Chloé Martinez continue de travailler comme auxiliaire de vie auprès des personnes âgées, mais plus en tant que femme de ménage. Maintenant, elle a sa propre petite agence, spécialisée dans les patients atteints d'Alzheimer, spécialisée dans le don de moments de lucidité à ceux que tous ont cru perdus. Cela ne fonctionne pas toujours. Parfois, la maladie est trop avancée. Parfois, les fenêtres ne s'ouvrent jamais. Mais parfois, si. Parfois, une odeur, une chanson, un objet du passé peuvent créer un miracle. Et Chloé vit pour ces moments, parce qu'elle sait ce qu'ils valent. Parce qu'elle sait que 30 minutes de lucidité peuvent changer une vie pour toujours. Comme elles ont changé la vie d'Antoine. Comme elles ont guéri la blessure qu'elle portait depuis la mort de son père. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez écouté toute cette histoire, si vous avez ressenti quelque chose en l'écoutant, je veux que vous sachiez quelque chose. Cette histoire ne parle pas seulement de la maladie d'Alzheimer. Elle parle du temps. Elle parle de ne pas attendre qu'il soit trop tard. Elle parle d'être présent, même si cela fait mal. Antoine a évité son père pendant des années, parce que la douleur était insupportable. Parce que voir quelqu'un que vous aimez ne pas vous reconnaître est l'une des choses les plus difficiles au monde. Mais quand il a finalement décidé d'être présent, il a reçu un cadeau qu'il n'avait jamais espéré. 30 minutes. C'est tout. 30 minutes de lucidité au milieu de 6 ans d'oubli. Mais ces 30 minutes valaient plus que toutes les années où il a été absent. Parce que pendant ces 30 minutes, Antoine a retrouvé son père. Et c'est quelque chose que l'argent ne peut acheter, que la médecine ne peut promettre, que personne ne peut garantir, mais qui parfois, seulement parfois, arrive. S'il y a quelqu'un dans votre vie que vous évitez, s'il y a quelqu'un qu'il vous fait mal de voir, s'il y a quelqu'un que vous croyez n'est plus là, je vous demande de reconsidérer la situation, parce que peut-être, derrière l'oubli, derrière la maladie, derrière le regard vide, il y a encore quelque chose de plus profond que la mémoire, quelque chose qui vous reconnaît, même s'il ne peut pas le dire, quelque chose qui vous aime, même s'il ne s'en souvient pas, et il mérite que vous soyez là. Avez-vous déjà vu quelqu'un atteint d'Alzheimer avoir un moment de lucidité? Ces minutes valent plus que des années entières. Racontez dans les commentaires votre expérience. Quelle chanson ou quelle odeur vous relie à quelqu'un qui n'est plus là? Cette chaîne existe pour raconter des histoires comme celle-ci. Des histoires d'amour, des histoires de foi, des histoires d'auxiliaires de vie qui font l'impossible. Si vous voulez continuer à écouter, abonnez-vous et activez la cloche, parce que chaque semaine, une nouvelle histoire vous attend. Et qui sait, peut-être que la prochaine histoire sera la vôtre. À la prochaine fois. Et si quelqu'un que vous aimez est atteint d'Alzheimer, allez le voir aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Parce que vous ne savez jamais quand cette fenêtre va s'ouvrir. Et vous ne voulez pas la manquer. Parce que comme Antoine l'a appris ce réveillon de Noël, le temps passé avec les personnes que nous aimons est la seule ressource qui ne peut être récupérée. L'argent peut être gagné à nouveau. Les choses peuvent être remplacées. Mais les moments perdus avec ceux que nous aimons, ceux-là ne reviennent jamais. Raymond a donné à Antoine 30 minutes de lucidité. 30 minutes au milieu de 6 ans d'oubli. Et ces 30 minutes ont tout changé. Elles ont changé la façon dont Antoine voyait son père. Elles ont changé la façon dont Antoine voyait la maladie d'Alzheimer. Elles ont changé la façon dont Antoine voyait la vie. Parce que parfois, le plus important n'est pas combien de temps nous avons, c'est ce que nous faisons du temps qui nous est donné. Et c'est Cécile qui a enseigné cela à Antoine, une aide à domicile, qui cuisinait des recettes tirées d'un vieux cahier. Une femme qui chantait Petit Papa Noël à un homme qui ne la reconnaissait pas. Une soignante, qui croyait au miracle quand personne d'autre n'y croyait. Elle lui a enseigné que l'amour n'a pas besoin de mémoire, que la présence importe, même sans réponse, que parfois, la seule chose que l'on puisse faire, c'est être là.
et c'est suffisant. C'est tout ce dont nous avons besoin. C'est ce qui compte à la fin. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Cette chanson, qu'un vieil homme atteint d'Alzheimer a reconnue, alors qu'il avait oublié tout le reste. Cette chanson, qu'une aide à domicile a chantée pendant des semaines, sans obtenir de réponse. Cette chanson, qui a réuni un père et son fils, lors d'un réveillon de Noël que personne n'oubliera. Cette chanson, que chantent désormais les petits-enfants de Raymond, chaque mois de décembre. Parce que certaines chansons sont plus que de la musique. Ce sont des ponts entre les générations. Ce sont des clés qui ouvrent des portes que l'on croyait fermées à jamais. Ce sont des miracles que la science ne peut expliquer, mais que le cœur comprend parfaitement. L'étoile du matin illumine mon chemin. Elle illumine le chemin de tous ceux qui aiment une personne atteinte d'Alzheimer. Elle illumine le chemin de tous ceux qui refusent d'abandonner. Elle illumine le chemin de tous ceux qui croient au miracle du réveillon de Noël. Parce que les miracles existent, et parfois, ils prennent la forme d'une aide à domicile, qui cuisine de vieilles recettes, et chante des chants de Noël à quelqu'un qui semble ne pas l'entendre. Ou peut-être que si. Peut-être qu'il a toujours entendu.